Bonjour et ravi de vous voir ce matin. Alors, on va prolonger un petit peu encore les vidéos que j'ai faites dernièrement sur l'adéquation charge-capacité, sur la performance au sens général, et donc tout ce qui était autour de cette performance, comme les systèmes de management, etc. Parce que finalement, la question qui se pose, très concrètement, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne vais pas visiter aujourd'hui le système de management, ou plutôt les outils du système de management. Le système de management vous a été présenté, c'est la boucle avec les 4 étapes et surtout au cœur du système de management, on retrouve la variance, qui est votre moteur d'évolution, donc c'est le point le plus important. Maintenant, cette variance, comment la travailler? Alors c'est vrai que durant les vidéos, je citais un certain nombre d'exemples, peut-être un peu toujours les mêmes, qui étaient des défauts de coordination, des montées en compétences, etc. Tout ça est toujours valable, évidemment. En même temps, il y a toute une science, j'ai envie de dire, qui s'est développée dans les industries. Alors c'est parti des États-Unis, mais c'est surtout l'Asie qui en a fait quelque chose et qui l'a terriblement bien développé avant que cela ne s'internationalise à nouveau. C'est tout le mouvement Lean Manufacturing, Lean Management. Alors je ne suis pas du tout un expert en Lean, évidemment j'en connais un certain nombre de choses, et puis il y a des aspects du Lean que j'ai utilisés dans le cadre de ma carrière, et j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus. Pourquoi? Mais simplement parce que c'est là où vous allez trouver vos réserves de performance non exploitées ou mal exploitées. Vous allez être gagnant-gagnant parce qu'à la fois vous allez pouvoir améliorer la performance et en même temps vous allez améliorer le moral des gens qui travaillent pour vous, leur motivation, etc. Donc ça va vraiment être du gagnant-gagnant comme on pourra le voir tout à l'heure. Alors je vais passer à travers les 7 ou 8 principales manœuvres qui peuvent être faites pour dire d'aller récupérer de la performance sans travailler plus dur. L'idée étant toujours d'être plus performant sans devoir fournir plus d'efforts, voire à la rigueur même en fournissant moins d'efforts. Et puis je rajouterai l'un ou l'autre élément également que l'on peut commencer à regarder, qui sont liés à d'autres sciences, si je puis dire, ou en tout cas qui ont d'autres origines que simplement le Lean Management, mais qui sont aussi importants et qui peuvent être intéressants. Alors, commençons peut-être tout de suite par une réflexion que se faisait Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un grand psychologue d'origine hongroise, je pense, vivant aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il nous dit en substance? Il nous dit que les activités qui apportent le plus de plaisir aux collaborateurs sont des activités qui ont un objectif précis, des activités pour lesquelles la concentration est intense, surtout le fait qu'il n'y ait pas d'interruption ni de distraction pendant qu'ils font ce travail, le fait de recevoir un feedback immédiat et clair, de pouvoir ou d'être en capacité de pouvoir mesurer leur progrès vers l'objectif, de façon à pouvoir être certain que ce qu'ils font leur permet bien de réaliser ce qui est à réaliser. Et puis qu'il y ait un enjeu également. Et l'enjeu, c'est le sens en fait. Et donc c'est vrai que si je démarre maintenant directement sur les aspects qui sont hors Lean Management, en tout cas ceux que je voulais voir avec vous, il y a plusieurs choses déjà qui sont là et qui sont intéressantes à relever. Commençons par le dernier, l'enjeu. Des travaux ont été faits par Dan Ariely, entre autres, sur la motivation humaine et la motivation dans le cadre du travail, et on est arrivé à ce qu'un conférencier qui s'appelle Dan Pink, vous retrouverez facilement ses vidéos sur Internet, appelle la motivation 3.0. La motivation 2.0 étant celle qui avait été mise en place dans le modèle économique 2.0, qui était l'industrialisation. D'accord ? Et donc dans le cadre de l'industrialisation, on motivait les gens avec la carotte ou le bâton. Le fait est qu'aujourd'hui, d'après les études de Dan Ariely entre autres, la carotte ou le bâton, ça détruit la performance. Sauf dans un cas très précis, quand il y a un travail à faire pour lequel il y a 0 dimension cognitive au travail. Et pour ça, je renvoie toujours au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où Charlie Chaplin doit serrer des boulons. C'est le seul travail qu'il y a à faire, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de réflexion à avoir autour de ça, il y a juste des boulons à serrer toute la journée. Et c'est le seul cas où la carotte ou le bâton, disons, soutient la performance. Dès qu'il y a le début d'une réflexion cognitive autour du travail ou autour de la tâche qui est à réaliser, ça détruit la performance. Ça a été démontré partout dans le monde. Ça n'a rien de culturel apparemment, c'est une réalité qui est présente sous toutes les latitudes, quel que soit le travail qui est à faire.
Donc ça, c'est une chose importante. Et donc dans les motivations qui sont là, Dan Pink en mettait 3 en avant, dans les motivateurs dits intrinsèques, c'est-à-dire les motivateurs qu'on va chercher à l'intérieur de soi-même. Et l'un des 3 qu'il mettait en avant, justement, c'est le sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une remarque que je fais souvent dans les entreprises que je visite ou dans lesquelles j'interviens. Nous sommes aujourd'hui dans des environnements de travail qui sont en manque de sens dans la plupart du temps. Peu d'entreprises ont été capables de créer du sens à leur mission, à leur travail, etc. Alors certaines ont bien défini les choses, mais c'est pas pour ça que le personnel est connecté à cela et c'est pas pour ça qu'ils vivent pour cela. Donc, j'ai pas dit qu'on devait partir de ce qu'avait envie de faire le personnel pour le remonter au niveau de l'entreprise, ce serait probablement pas la bonne démarche à faire, mais en même temps, il y a bien cette déconnexion qui est là, donc comment pouvons-nous reconnecter les gens, disons, au sens de la mission de l'entreprise, de façon à ce qu'ils ne viennent pas dans l'entreprise pour gagner de l'argent, mais que le fait de gagner de l'argent soit juste une heureuse conséquence de leur travail, mais l'objectif de leur travail, le but de leur travail, et de réaliser quelque chose qui les dépasse, quelque chose de plus grand que d'avoir une part contributive par rapport à quelque chose qui les dépasse et qui est important à leurs yeux. Donc c'est ça le sens. Donc ça c'est un des points qui est mis en avant par notre cher ami psychologue. Le fait de pouvoir avoir mesuré ses progrès vis-à-vis de l'objectif, ça veut dire aussi qu'on doit être sur des objectifs qui sont smart, comme on dit dans le jargon de l'entreprise. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'est smart, mais c'est un acronyme où chaque lettre est la première lettre d'un des mots qui est utilisé pour juger de la qualité d'un objectif. Si un de ces 5 mots-là n'est pas satisfait, eh bien nous n'avons pas un objectif. Nous avons une intention, nous avons un désir, mais nous n'avons pas un objectif. Or, un objectif doit être mesurable. Il doit être mesurable de 2 façons. D'abord, dans sa progression, en termes de quantité, je suis à 25, à 30, à 40, à 50% du travail qui est à réaliser. Mais également, il doit être mesurable dans le temps. C'est pour ça que ça doit être borné dans le temps, mais justement pour voir si, par rapport à la quantité de travail qui est à fournir, si je suis toujours dans les clous du temps qui m'a été imparti pour faire le travail. Donc, il est excessivement important que les personnes puissent pouvoir se mesurer, et pour pouvoir faire ça, ils ont besoin de recevoir un feedback. Alors, il y a 2 types de feedback. Il y a le feedback de motivation, de lui dire « tu fais bien petit gars, continue comme ça, c'est génial ». Et on a besoin de le donner parce que ça rassure et ça évite à la personne de devoir se poser beaucoup de questions quant à savoir est-ce que je fais bien les choses, est-ce que c'est pas autrement que je devrais les faire, peut-être faire marche arrière, essayer différemment, et tout ça c'est du temps perdu. Donc c'est vrai que le conforter par rapport à ce qu'il fait est une excellente chose, mais en même temps aussi il y a le feedback qui est le retour d'information, parce qu'un feedback c'est bien ça, c'est un retour d'information. Il y a aussi le feedback par rapport à son évolution. Donc s'il n'a pas un compteur qui lui permet de pouvoir lui renvoyer cette information de manière automatique, eh bien le manager peut lui donner justement une information quant à la progression de son travail. Quand on travaille en équipe, par exemple, et qu'on a un shift, mettons, de 15 personnes qui doit construire des décodeurs satellites, mettons, et qu'il faut faire 800 pièces sur un shift de 8 heures. Eh bien, s'il n'y a aucun chrono, s'il n'y a aucune capacité nulle part, enfin pas de chrono, mais s'il n'y a aucun compteur et aucune capacité nulle part à calculer le nombre d'appareils qui ont été faits, eh bien c'est peut-être le rôle du manager de vérifier toutes les heures qu'on a bien eu 100 pièces complémentaires qui ont été réalisées et de donner son feedback aux équipes. Par exemple, à la fin de la première heure, on en a réalisé 102, bien joué les petits gars, continuez comme ça. Fin de la deuxième heure, on est à 98, il manque un chichouïa, mais allez-y, c'est ce qu'il faut. Peut-être qu'à la troisième heure, il n'y aura que 250, et là, il manquera beaucoup, mais ça attirera l'attention du manager, et c'est là où il se rendra compte, si on lui en a pas parlé auparavant, qu'il y a un incident sur la ligne, et qu'il y a des mesures conservatoires à prendre, peut-être réorganiser le travail pour faire quelque chose, faire venir les équipes d'entretien pour réparer ce qui a besoin d'être réparé, et quand les choses sont réparées, remettre le personnel au travail sur cette production. On avait vu ça la fois dernière, mais c'est juste une façon de faire les liens sur les choses, parce que tout était dans tout finalement. Une chose qui est importante aussi, et c'est lié à la façon de travailler, là il y a une étude de Microsoft, parce que c'est Microsoft qui avait gagné le contrat, qui avait été commandé par le gouvernement américain, ou par l'État américain en tout cas. Donc Microsoft avait fait une étude sur, entre autres, les interruptions, et on s'est rendu compte qu'une personne qui était interrompue dans son travail, dans sa concentration, allait mettre en moyenne 21 minutes pour retrouver son niveau d'attention.
Alors, par distraction, ça peut être plein de choses. Ça peut être des distractions qui sont provoquées par l'extérieur, quelqu'un qui vient interrompre quelqu'un, un coup de fil, un appel, ceci, cela. Mais ça peut être aussi des distractions qui s'imposent, parce qu'il veut aller voir, tiens, qu'est-ce qui se raconte pour l'instant dans mon cercle de relations, dans mes réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un email qui est arrivé, et donc tout ça sont des interruptions qui sont là. Évidemment, si la personne est interrompue 3 fois dans l'heure, on va dire que l'un dans l'autre, il n'a plus de capacité de travail. Or, il avait été mesuré, l'étude date de 2015, et donc on sait que ça se dégrade. En 2015, on avait mesuré que durant 47,5% du temps, le cerveau n'avait qu'une seule activité, et cette activité consistait à tenter de répondre à une seule question, cette question étant « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Alors il y a des gens qui disent finalement j'ai pas suffisamment de temps pour travailler, mais en même temps ils sont amputés, je vais dire, de 50% de leur temps de cerveau disponible, et donc c'est vrai qu'il est difficile de faire son travail. Maintenant, rajoutez à ça que les biorhythmes, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon, mais une fois qu'on connaît nos propres biorhythmes, on peut identifier finalement quelles sont les plages de temps où je suis capable d'une grande concentration. Et ce sera une plage très privilégiée, où j'apprendrai aux autres à ne pas venir me déranger, et je vais me concentrer sur mes dossiers de façon à avancer et les terminer. Arrivera un moment où l'attention commencera à devenir un peu plus légère, elle sera un peu moyenne, et ce sera peut-être le moment d'aller travailler ses emails, parce qu'il y a toujours des emails auxquels on doit répondre, etc., faire un peu d'administration, etc. Puis il y a des moments où on aura une attention qui est très très légère, par exemple juste avant d'aller manger à midi, et bien ça peut être l'occasion de faire du classement, parce qu'on a aussi besoin de faire ça. Et donc on peut très bien, en connaissant bien ses biorhythmes, distribuer son travail par rapport à la nature même du travail, de façon à ce qu'elle puisse se faire, disons, dans les meilleurs moments. Peut-être que dans l'après-midi, je retrouverai 1 heure de concentration intense, et j'en profiterai à nouveau à ce moment-là pour avancer dans mes dossiers. Donc tout ce qu'on peut faire pour ne pas déranger les autres est quelque chose d'excessivement important. C'est pour ça que dans le cas des systèmes de management dont nous avons parlé tout à l'heure, un des outils qui est mis en place et qui est excessivement puissant, c'est la réunion opérationnelle quotidienne, en tout cas à un niveau plus opérationnel. Alors ce type de réunion existe à tous les niveaux dans l'entreprise. Simplement, la fréquence peut changer, je veux dire. À partir d'un certain niveau, ce serait peut-être une réunion hebdomadaire, et puis à un niveau plus élevé, par exemple à un niveau de direction, on aura peut-être une réunion qui est une réunion mensuelle. Alors c'est une réunion opérationnelle, on la verra peut-être un jour, on fera une vidéo, elle a une structure qui est bien définie, elle dure 10 minutes, 15 minutes grand maximum. Ce n'est pas une réunion dans laquelle on parle du fond des problèmes. Ça ne sert pas à ça, c'est vraiment une réunion de coordination, d'échange d'informations, de demande et de livraison. Comme ça, après ça, il n'y a plus personne qui, en principe, n'est censé aller déranger quelqu'un, sauf extrême urgence. Et attention aux urgences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que lorsqu'ils ont une difficulté, c'est une urgence. Psychologiquement, ils souhaitent être libérés de cette charge émotionnelle ou de cette charge psychologique, et donc ils vont aller faire, dans certains cas c'est vraiment ça, ils vont aller faire du chantage émotionnel auprès des autres en leur disant « Ah, un tel, j'ai un problème, sous-entendu, si tu ne me sauves pas, si tu ne réponds pas à ma demande, tu es un parfait salaud. » Et donc on va lui voler son temps, on va le distraire, et quelque part on l'empêche de faire son travail correctement. Malgré un monde où les choses vont très très vite, nous avons l'illusion le plus souvent de l'urgence, mais en fait, il n'y a rien qui ne puisse s'offrir d'attendre éventuellement le lendemain matin pour être discuté, pour commencer à être résolu, ou en tout cas attendre quelques heures. Donc lorsque quelqu'un vient vous déranger de cette façon-là, apprenez peut-être à lui demander, donc la personne vient et vous dit « Ah, Flan, j'ai un problème », apprenez à lui poser la question « Quelle est ta vraie demande ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» de façon déjà à pouvoir resituer les choses, et puis surtout reprendre possession de votre temps. Alors la question n'est pas de ne plus s'entraider, loin s'en faut, mais par exemple, la personne vient me dire « Tiens, j'ai besoin de savoir ceci ou cela », et je peux très bien répondre « Écoute, c'est avec plaisir que je vais t'aider, là tout de suite j'ai une urgence, je dois travailler dessus, mais par contre j'aurai du temps à midi moins le quart, si tu repasses à midi moins le quart, nous verrons ça ensemble ».
Et c'est une façon de pouvoir reprendre possession quelque part de son temps, etc. D'accord ? Et puis on peut peut-être aussi prendre l'habitude de se mettre un certain nombre de règles pour opérer les demandes en dehors de la réunion. Ça peut être par email, et à nous d'être patients en sachant que les gens s'engagent à regarder leurs emails au moins 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc ce sont des choses qu'on peut très bien instituer. Il avait précisé également un objectif précis, une concentration intense, mais en fait, cela rejoint des choses qu'on a déjà dites, donc on va pouvoir avancer maintenant par rapport à ça. Il y a aussi un mythe qu'on va devoir combattre, et en particulier les gens qui sont dans les services, dans les bureaux, enfin les gens qui sont dans des activités de service, ou alors des gens qui ont les cols blancs, les gens qui ont un travail de bureau. Le multitâche est est un fantasme. Je veux dire, parfois, les gens démarrent plein de choses en même temps, ils font donc du multitâche et on a l'impression qu'on est beaucoup plus efficient comme ça. Or, il a été démontré, et on pourrait en faire la démonstration un jour, mais ça a besoin d'être interactif, donc je le fais, en salle de formation. On fait une simulation et on arrive à démontrer finalement que le multitâche, ou le fait de vouloir être en multitâche, détruit la performance. D'accord ? Donc ce qu'il y a de plus efficace, c'est de commencer un travail, de le mener jusqu'au bout, de le terminer, de le ranger, et on passe à la chose suivante, tout simplement. D'accord ? Donc c'est vraiment la meilleure façon de fonctionner, c'est d'être en monotâche. Quand on a terminé, on passe à la tâche suivante. Alors évidemment, avoir une liste des tâches qui sont à réaliser, etc., de façon à pouvoir suivre l'évolution de son travail, est évidemment des choses importantes à avoir en tant qu'outil. Chacun s'organise comme il veut, mais tout ce que vous allez pouvoir sortir de votre tête va vous rendre finalement de la capacité d'attention et donc également de la capacité cognitive. Il faut savoir que l'esprit conscient est capable de se concentrer sur 5 à 9 choses en même temps, pas plus. Et donc si je commence à remplir ces chunks, ça s'appelle des chunks, si je commence à remplir ces chunks avec « ah oui, je dois me souvenir de ceci, ah oui, je dois pas oublier ça, ah oui, je dois penser à cela », évidemment, j'ai moins de capacité cognitive disponible. Donc, c'est pas que nous soyons des gens bêtes, loin s'en faut, mais simplement, si nous sommes encore plus intelligents, on met tout sur un papier, et puis comme ça, on se libère la tête et on peut se concentrer et faire son travail pleinement. Quand c'est terminé, il faut juste avoir le réflexe de retourner vers le papier pour passer à la tâche suivante et reprendre les choses. On travaille ainsi de manière beaucoup moins stressée. Parce que si on tente justement de se rappeler plein de choses, on stresse parce qu'on a la peur éventuellement d'oublier quelque chose. On ne cesse de se rappeler constamment pour garder actif quelque part tous ces souvenirs qu'on tente de garder dans la tête. Et ça consomme énormément d'énergie et d'énergie cognitive. Énergie qui n'est pas disponible pour pouvoir faire son travail, et qui sont d'ailleurs autant de distractions dans le travail, parce qu'on perd le fil de sa pensée, le temps de se rappeler tout ça, puis on tente de récupérer le fil de sa pensée pour avancer. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc prenons l'habitude de noter des choses, ayez l'habitude du papier. Je suis un passionné d'informatique, je développe moi-même, enfin bon, mais ça c'est dans mes loisirs. Je conseille d'apprendre aussi à savoir travailler avec du papier. Éventuellement, quand on saura travailler avec du papier, on pourra toujours repasser en électronique, mais pensez que vous n'aurez pas toujours une prise de courant à disposition ou votre ordinateur sous le bras. Donc, je sais qu'on a aujourd'hui des smartphones, ça peut parfois être utile, mais en même temps, je veux dire, pourquoi se compliquer la vie quand des choses peuvent être très simples ? On prend un papier, on écrit les choses, et puis on suit simplement ça. On se déplace, on prend son papier avec, on le met dans sa poche, on l'a toujours avec soi. On peut faire beaucoup de choses par rapport à ça. Enfin voilà, donc je ferme la parenthèse. Je pense que j'ai fait passer le message que je voulais faire passer par rapport à cela. Alors, si on part plutôt sur le lean, ou en tout cas sur des choses que vont nous dire le lean, en fait, on doit changer son mode de pensée. En tout cas, le lean change le mode de pensée. Au lieu de travailler en lean, on va commencer à réfléchir en termes de flux. D'accord ? Donc, en anglais, on parle de batch and queue. Donc, en fait, un processus rejoint une file et puis il attend. Et puis, c'est son tour d'être traité. Après le traitement, il est libéré et il rejoint une autre file et il attend. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le batch and queue. On pourrait l'illustrer. Bon, moi qui ai pris souvent des avions dans ma vie, durant une certaine période de ma vie, j'ai pris jusqu'à 6 avions par semaine. Eh bien, on est typiquement dans un processus de batch and queue. Donc, j'appelle un taxi, admettons, et puis je me mets dans le taxi et j'attends. Le taxi m'amène à l'aéroport, je vais rejoindre la file où on va prendre son ticket et remettre les bagages, et j'attends.
Ensuite, on va traiter mes bagages, on va me donner ma carte d'embarquement, je vais aller rejoindre une autre file qui est celle de la sécurité, et j'attends. Puis je vais passer la sécurité, et je vais prendre mon bagage à main, et je vais aller m'asseoir en salle d'attente, et j'attends. Puis on procédera à l'embarquement, je vais me mettre dans cette file de l'embarquement, je vais passer à un moment donné, je vais aller rejoindre l'avion, je vais m'asseoir et je vais attendre. L'avion va m'amener à destination, et puis vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est typiquement du batch and queue, d'accord ? Le lean manufacturing va réfléchir beaucoup plus en termes de flux. D'accord ? Donc, quelles sont les différentes choses qui sont à faire de façon à ce que les choses puissent continuer à s'écouler. C'est vrai que quand on réfléchit en termes de flux, il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire, comme on l'appelle, en temps masqué. C'est-à-dire que pendant que quelque chose est occupé à se faire, une autre chose peut se faire également. Et comme ça, en termes, j'ai envie de dire, calendaire, sur la ligne du temps, cela n'aura pris que le temps de l'activité la plus longue. Par contre, si nous devions travailler en séquence, j'aurai la première activité, quand elle est terminée, je ferai seulement la deuxième, et ça me prendrait ce temps-là à faire. D'accord ? Donc le fait de pouvoir, quand c'est possible, de travailler en temps masqué est important. C'est pour ça que dans la planification, qu'elle soit la planification Gann, mais on peut le voir parfois sur les pertes aussi, même si c'est plus compliqué, on a cette capacité de pouvoir travailler en temps masqué, et justement les règles quant à savoir quelle est la condition attachée au passage d'une activité à une autre, est-ce que c'est une condition qui fait que la fin de celle-ci enclenche le début de celle-là, ou bien est-ce que c'est le début de celle-là qui enclenche le début, etc. Donc il y a plein de solutions possibles, et en fonction de ça, il y a des choses qui peuvent se faire mettre évidemment en temps masqué. Donc prenez l'habitude de cela. Mais le fait de penser en flux, c'est vraiment la pensée du lean manufacturing. Pourquoi est-ce qu'elle pense en flux ? Parce que dans sa philosophie, la production elle est tirée par le client. D'accord ? Donc, à l'idéal, le client a déjà acheté ce qui n'a pas encore été produit et ce qui va devoir être produit pour lui être livré au moment où on s'est engagé de lui livrer. Donc c'est vraiment, la production est complètement tirée en principe par le client, par la consommation. Donc ça, c'est le premier point et c'est le plus important. Alors, lorsque on va travailler en lean management, ou en tout cas dans cette philosophie-là, et si je parle de tout ça, c'est justement parce que ce sont des réflexions que vous pouvez vraiment avoir autour de ce que vous pouvez observer du travail qui est fait autour de vous si vous êtes manager. D'accord ? Dans les activités qui sont à réaliser, ils identifient 3 catégories d'activités. Il y a des activités qui sont à valeur ajoutée, ce sont les activités qui créent de la valeur. Il y a des activités qui sont sans valeur ajoutée, donc il y a bien une activité qui est à réaliser, mais elle ne crée aucune valeur. Et puis il y a des activités sans valeur ajoutée, mais qu'on doit conserver, et qu'on tentera de s'en débarrasser dès qu'on pourra dépasser, disons, la raison pour laquelle on est obligé de la conserver. Alors prenons un exemple un peu simpliste, mais qui est tout à fait juste. Imaginons que vous et moi, nous soyons sur le même processus de travail. Je suis en amont de votre processus de travail, et donc, par exemple, j'ai un dossier à traiter. Je vais traiter 50% du dossier, puis vous allez reprendre ce dossier et vous allez apporter votre plus-value à vous en complétant les autres 50% du dossier. On a donc bien 2 activités qui créent de la valeur. Moi qui ai une activité où je crée de la valeur en travaillant le dossier, puis vous qui apportez votre propre valeur ajoutée au dossier. Et puis il y a une 3e activité qui consiste à faire passer le dossier de mon bureau à votre bureau. Peut-être qu'il y a un vague-mestre qui est là, qui va prendre le dossier, qui va le déplacer jusqu'à votre bureau pour que vous puissiez le traiter. C'est une activité qui est rémunérée, c'est une activité dont on a besoin compte tenu de notre mode d'organisation et de ce que chacun d'entre nous fait par rapport au dossier, et pourtant c'est une activité qui ne va créer aucune valeur pour le client final. Donc, le jour où on pourrait se passer de ce vague-mestre, on va récupérer, disons, ce temps de travail qui est payé sans créer de valeur ajoutée, pour remettre ce temps de travail peut-être à la disposition d'une activité qui crée de la valeur. Alors comment pourrait-on imaginer les choses ? Si on rapproche nos bureaux à vous et à moi, si bien qu'ils soient l'un contre l'autre, dès que j'ai terminé le dossier, je le dépose sur votre bureau qui est juste en face de moi.
j'ai qu'à tendre le bras et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de vague maître à avoir. Une autre solution pourrait être qu'on apprenne à tous les deux, à moi comme à vous, à pouvoir traiter 100% du dossier, si bien que chacun aura ses dossiers, les portera jusqu'au bout, mais il n'y a plus de déplacement nécessaire. Et en plus de ça, on sera bien dans la philosophie de commencer les choses et de les terminer avant de passer au dossier suivant. Si je vais construire des bicyclettes, si je suis dans la philosophie des lots et des queues, eh bien je vais construire, mettons que j'ai 20 bicyclettes à construire, je vais construire les 20 roues arrière, je vais construire les 20 roues avant, je vais construire les 20 cadres, je vais construire les 20 guidons, les 20 selles, etc. Et puis je vais assembler chacun d'entre eux. Si je suis dans la philosophie Lean, je vais construire une roue arrière, je vais construire une roue avant, je vais construire un cadre, je vais construire une selle, je vais construire un guidon, un pédalier, etc. Et je vais les assembler et terminer un vélo. Et puis j'attaquerai le suivant en recréant une roue, etc. etc., etc. Et selon la philosophie Lean, c'est beaucoup plus performant et on va voir pourquoi, parce qu'il y a différentes choses qu'on peut pouvoir considérer. Alors, de mémoire, issu de mes lectures anciennes, il y a plus d'une soixantaine, 64 ou 69 sources de gaspillage qui ont déjà été identifiées. Peut-être y en a-t-il beaucoup plus entre-temps. Moi, je vous parle de lectures qui sont déjà un peu anciennes. Et en fait, il me paraissait qu'il y en avait au moins 7, voire 8, qui étaient des causes principales. Alors, juste pour les citer, il y a la surproduction, l'excès d'inventaire, les mouvements inutiles, l'attente, l'excès de travail, la surqualité ou le fait d'avoir des mauvais outils, les défauts et les transports. Le dernier étant éventuellement le potentiel humain. Alors, je vous propose de passer ces différentes sources de gaspillage un peu les unes derrière les autres ou après les autres, de façon à avoir une meilleure compréhension de ce que tout cela recouvre. D'accord ? Alors, commençons par la surproduction. Alors, la surproduction, c'est le fait de produire beaucoup plus que ce qui est prévu, et finalement, ça a différents inconvénients. Le premier, c'est que ça va remplir des stocks un peu inutilement. C'est de l'argent qui dort, puisque l'argent a été transformé, mettons, en vélo, pour reprendre mon exemple. Et donc cet argent est dans le vélo, il redeviendra liquide et redeviendra de l'argent pour l'entreprise que le jour où le vélo aura été vendu. En plus de ça, il prend de l'espace en stockage, donc si j'ai quelques mètres cubes de vélo qui dorment, ce sont des mètres cubes que je dois acheter, que je dois garder, que je dois entretenir, que je dois chauffer, que je dois éclairer, sur lesquels je paye peut-être des impôts, etc., etc., etc. Donc c'est beaucoup d'argent finalement à un moment donné, alors que je n'en ai pas besoin et que par contre ça va exercer une très forte pression sur sur ma trésorerie d'entreprise. Donc, la surproduction n'est pas une bonne chose. Souvent, la surproduction est là pour masquer finalement des problèmes qu'on a sur le processus. On produit plus que ce qu'on aurait besoin parce que c'est une façon de cacher des difficultés que l'on a. Comme on est en surproduction, on ne se rend pas compte qu'il y a des dysfonctionnements et plutôt que de travailler ces dysfonctionnements de façon à pouvoir retravailler dans un flux qui soit bien fluide, on préfère faire passer beaucoup plus. En fait, c'est comme si, prenez un peu un torrent d'eau, et puis dans ce torrent d'eau, j'ai des gros cailloux, des petits cailloux, des plus fins cailloux, enfin des gravillons. Et puis, je dois créer un torrent d'eau qui est suffisamment important que pour pouvoir faire passer un bateau dessus. Mettons qu'on est sur des canaux. Évidemment, j'ai besoin d'avoir un torrent d'eau sans cailloux qui soit suffisant pour que la coque du bateau puisse passer au-dessus de ces cailloux. Et donc, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'eau. Toute l'eau qui va couvrir les cailloux jusqu'aux gros cailloux, plus toute l'eau qu'il y a besoin pour pouvoir supporter le bateau. Si par contre je commence à nettoyer le fond de ma rivière et retirer déjà ne fût-ce que les gros cailloux, je vais pouvoir baisser mon tirant d'eau pour qu'il
couvre les cailloux moyens et puis ce qu'il y a besoin pour la coque. Si j'arrive à retirer les cailloux moyens, je vais pouvoir encore baisser mon tirant d'eau de façon à laisser passer le bateau tout en couvrant simplement les gravillons. Et si je devais un jour vraiment retirer les gravillons, je serais arrivé au tirant d'eau minimum, c'est-à-dire le tirant d'eau que j'ai besoin pour que la coque puisse passer dans le lit de ma rivière sans gratter la roche qui est dans le fond de mon lit. Eh bien, le tirant d'eau, c'est vraiment ça, c'est votre flux de production. Donc en étant en surproduction, mais quelque part on cache toutes les difficultés qui sont là. Donc en étant en surproduction, imaginons que j'ai besoin de 100 vélos et puis j'en produis 150, eh bien au bout du compte j'ai bien les 100 vélos dont j'ai besoin et qui sont ceux que je dois vendre, et puis j'ai 50 vélos qui sont en rebut. Mais comme je satisfais mes ventes, peut-être que je ne me rends pas compte, si je ne suis pas directement concerné par la ligne de production, que finalement j'ai 50 vélos en rebut et mes 100 vélos m'ont coûté en fait 150 vélos. Donc en plus de ça, ils m'ont coûté plus cher en termes de coût de revient. Donc tout ça, c'est ce que provoque la surproduction. Donc quand on est en surproduction, première chose à faire, corriger tout ce qui a besoin d'être corrigé, de façon à ramener la production à ce qui a besoin d'être fait. Si je dois faire 100 vélos, au bout du compte, il y a bien 100 vélos qui doivent sortir dans les temps impartis, selon la meilleure performance démontrée dont on parlait, tout ça. C'est ce qui doit sortir, rien de plus. D'accord ? Donc voilà pour la surproduction. Alors, le point suivant, c'est l'excès d'inventaire. Alors, on l'a touché un petit peu tout à l'heure en parlant des vélos qui étaient en excès dans les stocks, mais le fait d'avoir des stocks qui sont excédentaires, parce que ce sont des choses qui sont en attente de vente, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'à nouveau, c'est des mètres carrés qui sont consommés, etc., etc., etc. Donc, avec tous les coûts qui viennent avec, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai, évidemment, pour mes encours de fabrication ou pour mes produits finis, mais c'est vrai aussi pour mes matières premières. Donc parfois il est plus rentable de recevoir, même si ça présente un risque, les matières premières de la journée qui seront travaillées en ayant sécurisé le fait que demain matin je recevrai bien à nouveau la matière première pour ma journée, et donc j'ai sécurisé quelque part mes matières premières, l'arrivée de mes matières premières, l'acquisition de mes matières premières. Éventuellement, j'aurai peut-être un jour, disons, de stock tampon, donc j'aurai peut-être la production de ma journée, et puis j'aurai en stock celle du lendemain. Comme ça, si jamais il y a un couac, je peux encore continuer à produire et faire corriger ce couac d'ici la journée suivante, et donc je peux très bien avoir un stock tampon par rapport à ça. Mais ce stock tampon, c'est un stock qui me coûte quelque chose, d'accord ? Donc c'est un stock quelque part inutile, je n'en ai pas besoin immédiatement, mais il m'offre une sécurité, ça a un coût. Maintenant, je dois évidemment, puisque une entreprise a toujours une réflexion économique autour des choses, qu'est-ce que ça me coûte d'avoir ce stock tampon par rapport à quel serait l'impact pour moi si mes chaînes de production devaient s'arrêter durant une journée. Ça a un impact financier, et peut-être que ce risque, la manière la plus économe de le couvrir est d'avoir ce stock tampon. En dehors de ça, tout excès de stock finalement coûte très cher. Ça mobilise de l'espace, et donc tout ce que cet espace peut nous coûter, et ça peut aller très loin, parce que ça peut aller jusqu'à du gardiennage, des vidéos de surveillance, des contrats qui sont passés avec des sociétés de gardiennage ou de vidéosurveillance, etc., etc., etc. D'accord ? Donc c'est la deuxième chose sur laquelle on peut travailler. Ensuite, il y a les mouvements inutiles, c'est ce que je vous ai... C'est un peu ce que je vous ai illustré tout à l'heure, bien que ça pourrait rejoindre aussi celle du transport, la question du vague-mètre. Les mouvements inutiles, c'est quoi ? C'est pour pouvoir mettre, je sais pas moi, une roue, j'ai juste besoin de l'engager et serrer les deux boulons, et puis ma roue est attachée à ma fourche avant. Et les mouvements inutiles, ce serait, je prends ma roue, je la prends dans la main droite, puis je la repasse dans la main gauche, puis je la prends à deux mains, puis je essaye de la mettre dessus, et puis je tente d'attraper un boulon, je regarde, c'est pas celui-là, je prends un autre, et puis on se rend bien compte que je fais pas bien dès la première fois, et donc il y a plein de mouvements qui ne sont pas utiles, qui sont là. Alors on est un peu à la caricature, mais en gros c'est ça. Si on regarde les chaînes de production, par exemple au niveau de l'automobile, au niveau de tout ce qui est vraiment ligne de production de matériaux, de produits manufacturés,
Eh bien justement, on tente de faire bien dès la première fois en n'utilisant qu'un seul geste, le bon geste au bon moment pour faire la bonne chose. On gagne du temps parce que tous les autres gestes que j'ai faits qui sont un peu des actes manqués ont été financés. Tout ce temps qui a été consommé, j'aurais pu le mettre dans un acte réussi qui était de mettre la roue suivante sur le vélo suivant, etc. Et donc, c'est du temps quelque part payé pour rien. Prenons un exemple peut-être différent et marquant, pour bien démontrer qu'il n'est pas toujours que ma première pensée n'est pas nécessairement la culpabilité, comme je vous l'ai toujours dit. Imaginons une secrétaire, elle vient de taper son courrier, et puis au moment d'envoyer son courrier, crash informatique. C'est pas sa faute, à la pauvre fille. Et donc, avec un peu de courage et beaucoup d'agacement peut-être, elle relance son PC et retape son courrier. Vu du niveau de l'entreprise vient de payer 2 fois pour la même chose. Alors à nouveau, c'est pas la faute de la pauvre fille en question, mais l'entreprise a effectivement payé 2 fois pour la même chose. Alors, cette chose arrive 1 fois par an, ma foi, ça fait partie des risques, et puis on vivra bien comme ça. Maintenant, si cette chose arrive 15 fois par semaine, je peux calculer tout le temps que ce retravail prend à travers la semaine. Peut-être que ça me prend un tiers de temps plein, d'accord, à juste faire du retravail, à refaire une 2e fois, voire parfois une 3e fois la même chose. Et donc ça a un coût, donc c'est du temps de travail, au coût complet de ce temps de travail. Il y a également peut-être aussi le fait que ma secrétaire, un petit peu agacée, commence à avoir une productivité moindre, donc elle tape un peu plus lentement. Je peux mesurer aussi quelque part la perte du haut rendement qui est là, et donc rapporter au salaire coût complet de cette ressource, ça coûte autant, etc., etc., etc. Et donc j'ai bien un coût pour cette petite blague. Je ramène ça sur une année, je multiplie ça par 52, et donc je dis, tiens, si cette situation persiste durant toute l'année, ça va me coûter autant au bout de l'année. C'est pas moi, 200 000, 300 000, etc. Et puis je peux très bien appeler mon informaticien en disant, voilà, interruption, l'ordinateur qui s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il me dit, on peut mettre un onduleur éventuellement. Ok, c'est quoi le prix d'un onduleur? Un onduleur, disons, de bonne qualité, c'est 5 000. Et là, j'ai un coût d'un côté, mais fameux 200 000, alors je vais probablement gonfler les choses, mais c'est légèrement caricatural, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je mets 200 000 d'un côté, j'ai mis 5 000 de l'autre. Il est très facile de prendre une décision, donc en gros, de manière peut-être un peu énervée, on dira à son informaticien, écoute, tu vois là, il est 10h, à midi, il y a un onduleur qui est là. Parce que 5 000, c'est moins cher que 200 000. Et donc on peut prendre des décisions, récupérer du temps qui est gaspillé inutilement. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter aussi tout le courrier que ma secrétaire ne peut pas, que la secrétaire en question, ne peut pas taper, parce que justement elle est occupée à faire du retravail, et pour laquelle je suis obligé d'aller chercher une autre ressource pour taper ce courrier complémentaire, parce qu'elle n'a pas le temps de pouvoir le faire. Ou alors les heures supplémentaires que ça va me coûter. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses que je peux ajouter pour avoir finalement le coût de la situation, et je peux le comparer au coût d'une solution. Donc les mouvements inutiles, c'est ça, donc ce sont des mouvements qui quelque part ne créent pas de valeur. Le fait par exemple de rechercher ses outils parce que son plan de travail est désordonné, le fait de chercher éventuellement les accessoires qu'on a besoin à un moment donné, comme un boulon, un écrou, etc., parce qu'ils ne sont pas à la bonne place, tout ça c'est du temps perdu. Si mes écrous étaient toujours au même endroit, si mes outils avaient leur place bien définitive, je pourrais aller les prendre directement, sans hésitation, je gagnerais du temps. Ça fait partie des 5 S, alors là je vous laisserai visiter ça, explorer ça par vous-même. Ça fait partie des 5 S, disons, qui sont mis en avant par les Japonais. Alors ce sont des noms japonais qui chacun veut dire quelque chose, mais dans ces noms-là, il y en a un qui justement souligne le fait d'avoir son poste de travail bien en ordre, standardisé, de façon à pouvoir directement, si quelque chose manque, etc., etc., etc. Et surtout avoir cette capacité à pouvoir retrouver facilement les choses parce qu'elles sont toujours au même endroit. Donc c'est une façon intelligente de travailler. Si vous travaillez dans des bureaux, regardez vous-même comment vous pourriez exploiter, disons, cette façon de faire. Moi je connais une personne, alors c'est plus dans le cadre privé mais peu importe, cette personne ne sait jamais où elle a mis ses lunettes, où elle a mis son GSM, etc. Et toute la journée, cette personne est occupée à chercher ses lunettes, à chercher son GSM, etc. Alors qu'il lui suffirait simplement de décider une fois pour toutes, quand je rentre et que je dépose mes clés, je les dépose là, quand je rentre et que je dépose mon GSM, je le dépose là, etc., etc., etc. Donc c'est la façon la plus facile de travailler.
Le point suivant, c'est l'attente. Alors, l'attente, je suis là, je me tourne les pouces, il n'y a rien à faire. D'accord ? On a vu ça. Si je ne me coordonne pas avec mes collègues en aval de mon processus de travail, le cas où je risque d'avoir du retard dans ma livraison, et donc si je ne suis pas en posture d'anticipation par rapport à cela, et que dans ma coordination je ne les avertis pas que je risque d'avoir du retard, eh bien je les mets en difficulté, parce qu'ils risquent de se retrouver finalement avec du personnel qui n'a rien à faire, et s'ils n'ont pas le réflexe, ou s'ils ne voient pas que leur personnel n'a rien à faire à ce moment-là, c'est du temps qu'on va perdre définitivement. Je paye de la ressource, et cette ressource ne fait rien, ne produit rien, ne crée aucune valeur. Alors évidemment c'est de ma responsabilité, c'est pas de la responsabilité de la ressource en question, si ce n'est qu'elle pourrait venir attirer mon attention et me dire attendez chef, il n'y a rien à faire, donc qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse maintenant? Et ça c'est le sens de la responsabilité que je peux faire naître en eux, mais au-delà de ça, c'est pas à eux nécessairement à devoir décider ou prendre l'initiative de faire quelque chose. Donc c'est excessivement important d'être dans cette posture d'anticipation, parce que l'attente est un temps perdu qui me coûte quelque chose et qui n'aura rien créé, qui n'aura créé aucune valeur. Donc si vous voyez de l'attente dans vos processus, eh bien tentez de travailler ça. Parfois, peut-être qu'on a mis trop de marge de sécurité par rapport à quelque chose, peut-être que si on est sur une chaîne de production, peut-être que l'équilibrage à ligne n'a pas été fait correctement, donc j'ai des postes qui sont significativement plus hauts que d'autres, et donc évidemment quand les postes en amont ont terminé, eux ils peuvent continuer, mais il y a un stack qui va se faire au niveau du poste le plus élevé. Maintenant, si mon poste le plus élevé est là, les postes en aval vont attendre à chaque fois, eux ils ont terminé, puis ils attendent que le batch suivant leur arrive et puis qu'ils puissent le traiter. C'est pour ça que c'est toute une science quelque part que d'équilibrer les lignes, où est-ce qu'on va aller mettre les points bloquants, en sachant que les goulots d'étranglement, c'est ce qui cadence la ligne de production. Mais je peux avoir exactement la même chose dans des flux opérationnels qui sont des flux administratifs ou des flux qu'on va retrouver au niveau des services ou dans les bureaux. Alors attention, il y a certains postes qui sont ce qu'on appelle des station fields. Ce sont des postes qui doivent être occupés même s'il n'y a pas d'activité. Typiquement, un gardien, je veux dire, ou un préposé à l'accueil, sont des station fields. Je veux dire, qu'il y ait du travail ou qu'il n'y ait pas du travail, qu'il y ait des clients qui viennent ou qu'il n'y ait pas des clients qui viennent, ils doivent être là, ils doivent occuper le poste. Et ça, c'est un peu l'exception, c'est le moment où l'entreprise paye des postes, je veux dire, où potentiellement on ne fera peut-être rien, mais le poste doit être occupé. D'accord ? Donc, ça fait partie des choses. Donc, ce que vous êtes occupé à analyser lorsqu'il y a de l'attente, est-ce que c'est un station field, auquel cas c'est correct, il n'y a rien à dire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un processus de travail, et là il y a quelque chose à dire, parce que cette attente est une perte de temps, et donc il y aurait peut-être quelque chose d'autre à faire. D'accord ? Alors derrière, il y a évidemment tout ce qui est connexe à ça, ne pas travailler dans les bonnes intensités, etc. Alors parfois, pour masquer l'attente, que font les gens ? Ils travaillent plus lentement. En fait, ils pourraient, mettons, ce poste de travail qui est là, pourrait faire le travail, mettons, en 2 minutes, mais comme lui est cadencé à 2 minutes 30, lui, il va faire son travail en 2 minutes 30, il va travailler plus lentement. Alors nous, on aura le sentiment qu'il travaille et qu'il travaille bien, qu'il est occupé tout le temps. D'ailleurs, c'est ce que les gens tentent de faire. Comme on dit souvent, c'est le phénomène de la bouteille de gaz. Qui est peu ou beaucoup de gaz dans la bouteille, ça occupera toujours toute la bouteille. Donc qui est peu ou beaucoup de travail, ça occupera toujours l'ensemble du temps. Donc les gens vont toujours tenter de s'arranger pour donner le sentiment ou l'impression d'être occupés. Maintenant, le travail qu'ils font, ils font bien un travail, mais ils ne le font pas nécessairement dans la bonne intensité. C'est pour ça que j'avais mentionné, sans l'explorer, lorsqu'on avait vu ensemble les temps standards, que les gens qui chronomètrent les temps pour prendre des mesures de façon à définir le temps standard doivent corriger les temps qu'ils ont enregistrés par ce qu'on appelle le jugement d'allure. Le jugement d'allure, c'est quoi ? C'est la vitesse à laquelle les choses se font. D'accord ? Imaginons que j'ai un stylo, et puis ce stylo, je dois le déplacer de là à là. D'accord ? C'est le travail que j'ai à faire. Je peux le faire comme ça, je le fais très vite, mais je suis très imprécis, tout comme je pourrais le faire comme ça. Je suis très lent et je serai très précis. Et puis entre ces deux choses-là, il y a un geste qui est dans une vitesse qui va allier à la fois précision et vitesse, et on considérera que c'est la norme 1. Donc si la personne, elle observe ça, elle a observé un temps court, mais elle doit le corriger pour le ramener dans le geste normal. D'accord ? C'est ça le jugement d'allure.
Et donc, lorsque vous regardez les gens, vous les voyez occupés, mais posez-vous la question, est-ce qu'ils travaillent dans la bonne intensité? Ou est-ce que simplement, ils paraissent occupés, ils font effectivement du travail, mais ils ne le font pas dans la bonne intensité? Alors, on pourrait imaginer que le fait de demander aux gens, ou de proposer aux gens de s'organiser pour que les gens travaillent, disons, à une intensité supérieure, ce serait générer du stress. Et en vérité, ça dépend vraiment, parce qu'en fait, trop peu d'activité génère un stress, trop d'activités génèrent un stress, mais chacun a un niveau, disons, d'intensité de travail dans lequel il se sent bien. Et il n'appelle pas ça stress. En fait, c'est un stress, mais c'est un stress qui est confortable pour lui. Et d'ailleurs, il a le sentiment d'avoir passé une excellente journée, d'avoir abattu un bon travail, etc. Et donc, s'il en fait trop peu, quelque part, ça le stresse. Et là, ça a l'impact sur sa santé. S'il en fait trop intensément aussi. Donc, le stress est une courbe en cloche, comment on appelle ça encore, une courbe de Gauss, d'accord? Et donc, il y a un optimum dans ce stress où on se sent bien, et puis il y a tout ce qui est dans les écarts types, un ou deux écarts types de part et d'autre, où là, évidemment, c'est plus problématique. Donc, n'imaginons pas que parce que quelqu'un travaille lentement, ou qu'on demandera à quelqu'un de travailler plus vite, que ça sera nécessairement confortable pour lui. Pas nécessairement. Au contraire, ça l'aidera peut-être à aller travailler dans les bonnes intensités pour lui, tout simplement. Ensuite, il y a l'excès de travail. Alors, par excès de travail, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qu'on va faire comme travail qui va apporter soit de la valeur qui n'est pas demandée, ou soit qui apporte du travail inutile. Prenons un exemple simple, et les gens dans les bureaux le comprendront. Imaginons que je vous demande de préparer une présentation pour une réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Puis vous rentrez dans votre bureau, vous préparez les contenus, et puis vous commencez à faire du graphisme, et au bout du compte, vous sortez avec une présentation qui est absolument léchée, qui est magnifique, qui est formidable, qui est absolument extraordinaire, avec pas des interactions, mais des transitions qui sont formidables, avec des couleurs chatoyantes, avec des choses d'une précision extraordinaire. Le contenu vous a pris peut-être, mettons, 2 heures de travail, et puis la mise en page vous a pris le reste de la journée. Alors qu'il s'agit d'une réunion interne. Dans le cas d'une réunion interne, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de l'information, on a juste besoin de se la partager, on n'a rien à défendre, on n'a pas d'image de marque à défendre, il n'y a rien à défendre. Et par contre, ça m'a coûté 3 fois ou 4 fois le temps de travail pour pouvoir réaliser cette présentation. Durant ce temps-là, d'autres choses auraient pu être faites de manière plus intelligente. D'ailleurs, dans mon esprit, je vous avais donné un travail de 2 heures. Vous avez compris peut-être que c'était un travail de 8 heures. Et moi, je vais continuer à vous donner du travail pour les 6 heures restantes. Et vous aurez le sentiment que je vous surcharge en travail, mais simplement parce qu'on ne s'est jamais entendu ou vous n'avez pas eu le réflexe de me demander dans quelle granularité, dans quelle qualité vous aviez besoin de faire les choses. A l'inverse, s'il s'agit d'une présentation pour un client, c'est complètement différent. Tout ça est probablement important puisqu'il s'agit de défendre l'image de l'entreprise, son professionnalisme, son sérieux, etc., etc., etc. Donc il y a d'autres enjeux qui passeront par la mise en forme. Et là, on est bien d'accord par rapport à ça. Si je vous demande par exemple de me donner une information chiffrée sur quelque chose et que vous avez l'impression, vous, que vous avez besoin de faire des analyses très pointues pour avoir une précision avec 5 chiffres derrière la virgule, alors que moi de mon côté je pense vous avoir demandé un chiffre qui est globalement juste même s'il est précisément faux parce que je dois juste avoir un ordre de grandeur pour prendre une décision, pour moi vous avez un travail de 10 minutes et pour vous, vous avez l'impression d'avoir un travail de 3 semaines. Et moi, je vais continuer à vous donner du travail et vous aurez le sentiment d'être complètement submergé. Pourquoi? Parce qu'on ne se sera jamais entendu sur le degré de granularité dans lequel je demandais les choses. Et donc, il y aurait eu un excès de travail qui aurait été fait. Donc, chasser les excès de travail, c'est important. Imaginons, vous voyez une Dacia puis vous voyez une Mercedes. Ce sont 2 formidables voitures. Il n'y a rien à dire, chacune dans sa catégorie. Lorsqu'une personne vient acheter une Dacia, on ne le trompe pas, il rentre dans une concession automobile, on lui en montre une, il peut s'asseoir au volant, il peut claquer les portières, peut ouvrir le capot du moteur, il peut l'explorer de tous les côtés, et on lui dit c'est ça qu'on vous vend. D'accord ? Si maintenant dans l'usine Dacia, on commence à vouloir produire la Dacia avec les critères de qualité utilisés pour construire la Mercedes, Dacia va fermer ses portes demain. Parce que ça va prendre immensément plus de travail. Parce qu'en fait, la qualité, c'est une exponentielle. Donc à un moment donné, parfois pour pouvoir avoir un petit pourcent de qualité en plus, il me faut 100%, voire 200% de travail en plus. D'accord ? Donc définir le niveau de qualité dans lequel on veut les choses est une chose excessivement importante. Et prenez l'habitude de le faire, même dans les bureaux.
et puis ayez éventuellement développé un vocabulaire avec vos équipes de façon à ce qu'ils puissent comprendre très très vite, à travers l'apprentissage que vous ferez avec eux, ce que vous voulez exactement et dans quelle intensité. Une autre façon de perdre son temps également, et ça c'est un aparté, c'est pour vos collaborateurs le fait de ne pas préparer leur travail. Parfois, en fin de réunion, ils se sont engagés à faire quelque chose et ils auraient besoin de pouvoir prendre du recul, imaginer comment faire les choses, de façon à peut-être déjà lancer des demandes qu'ils ont besoin de lancer parce qu'ils auront besoin de certaines choses pour pouvoir faire le travail plus tard, et puis s'organiser, se planifier le travail. Et pour ça, ça leur réclame de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Alors c'est très important à faire, mais ce n'est pas urgent. Et le problème, c'est que quand ils vont quitter la réunion, ils vont se retrouver dans une situation où ce que j'appelle le monde de l'urgence va les happer. Donc ce qui est urgent est important. Donc vite, il y a ça à faire pour le patron. Vite, il y a ça à faire pour le client, etc. Et ils se disent, dès que j'aurai un moment de temps, je préparerai mon travail. Enfin, dans l'hypothèse où ils aient le réflexe de vouloir le faire. Le problème, c'est que ce moment n'arrivera jamais. Parce que le monde de la demande, ce monde de l'urgence, ne s'arrête jamais. D'accord ? Donc vous pouvez véritablement aider vos ressources pour que, avant la sortie de la réunion, que vous les aidiez, à travers votre questionnement, à complètement préparer leur action, de façon à ce qu'ils puissent justement passer à l'action dès qu'ils sortent de la salle de réunion, et qu'il n'ait plus ce travail d'organisation, de planification à faire en dehors de la réunion. Parce que jamais ce moment n'arrivera pour qu'ils puissent le faire, ou alors il faudrait qu'ils aient vraiment une très forte personnalité pour dire non, stop, j'ai quelque chose à faire, je prends du recul, le monde à demande va continuer à circuler comme il veut, des urgences il y en a tout le temps, mais je dois faire ça si je veux réussir mes choses correctement, et puis seulement ils se remettraient dans le flux. C'est très rare ce genre de personnes, c'est formidable si elles peuvent le faire, mais c'est très rare. Donc voilà un peu pour l'excès de travail. Ensuite les défauts. Les défauts, ça réclame du travail à nouveau. Je veux dire, à partir du moment où quelque chose n'a pas été fait correctement dès la première fois, il faut reprendre le travail. Si c'est une pièce, il faut la réusiner. Alors, non seulement ça coûte en matière, parce que j'aurai peut-être des rebuts, mais ça me coûte surtout en temps. Donc, faire bien les choses dès la première fois, c'est ce qu'il y a de plus économe. Pour pouvoir bien faire les choses dès la première fois, ça passe certainement par de la formation, par de l'accompagnement en montée en compétences. Et c'est pour ça que l'une des grandes responsabilités d'un manager, quand je donne la définition d'un manager, l'une de ses grandes responsabilités, c'est de se préoccuper au quotidien de la montée en compétences de ses collaborateurs. J'ai dit préoccupé, je n'ai pas dit qu'il doit nécessairement le faire lui-même, mais c'est lui qui doit prendre ça en charge, c'est lui qui doit l'organiser, c'est lui qui doit regarder, et il doit toujours se soucier de cette montée en compétences. Parce que ça évite les défauts. Les défauts, c'est du retravail, c'est du temps perdu à le faire, c'est de la matière en plus perdue à la faire, etc. Et donc c'est de la performance en moins, tout simplement. Et derrière, si on a besoin de recoller au wagon de la performance parce qu'on s'est engagé sur plein de choses, on va devoir courir beaucoup. Et souvent c'est très onéreux. En plus de ça, même en termes de stress, c'est excessivement pesant pour les gens qui peuvent commencer à en avoir marre, tout simplement. Ensuite, il y a les transports. Alors, c'est très évident pour un produit. Donc, le produit, lorsqu'il est fait, c'est essentiellement à l'usine que toute sa valeur va se créer. Ensuite, le trajet qu'il y aura entre l'usine et le point de vente est absolument nécessaire. On ne peut pas s'en passer, mais ça ne va créer aucune valeur. Ça va juste rapprocher le produit du client, mais ça ne va pas rajouter des fonctionnalités ou de la valeur au produit intrinsèquement. Je dirais même qu'à la rigueur, le travail du vendeur n'en fera pas non plus. Il créera de la valeur, mais qui est de la valeur morale, qui est de la valeur émotionnelle, mais il ne va pas créer de la valeur intrinsèque au produit. Par contre, il peut peut-être aider à ce que le client apprécie mieux le produit et soit encore plus satisfait d'avoir ce produit. Et donc, il accroît l'expérience du client quelque part. Donc, en ce sens, on pourrait dire qu'il apporte une valeur éventuellement. Mais le transport, certainement, n'en apporte pas. Donc, tout ce qui est transport, le fait de bouger les choses d'un point à un autre, etc., ne crée aucune valeur. Si on peut s'en passer, ou le jour où on peut s'en passer, on récupère toute cette charge de travail qu'on peut remettre au service d'activités qui sont à valeur ajoutée. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un point qu'on peut rajouter, c'est l'humain. Alors, l'humain, mais ça va dans tellement de sens différents qu'il y aurait tellement de choses à faire. L'humain en lui-même est une source de grand gaspillage. Parce que nous sommes des humains, nous avons peut-être le besoin de socialiser, de bavarder, d'aller nous laver les mains,
de déjeuner. Alors, il y a des choses dont on tient compte depuis longtemps qui sont absolument normales. Mais à côté de ça aussi, il y a des choses qui vont impacter notre performance. Il y a aussi toute notre psychologie aussi qui fait que si on est interrompu, si on est sous le coup des émotions, on est peut-être moins concentré sur son travail. Là où une machine, comme elle n'a aucune émotion, elle continuera à dérouler son processus de travail avec la même intensité, la même efficacité, etc. Toutes règles restant égales par ailleurs, parce qu'en fait, là où les machines sont très performantes, c'est lorsqu'il s'agit d'un processus immuable. Et c'est pour ça que certains auteurs attirent notre attention sur le fait que la nature du travail humain a changé depuis que ces machines sont arrivées, puisqu'en fait, tout ce qui répond à des processus immuables, on peut être confié à la machine. Et qu'est-ce qui reste comme travail à l'humain? Il reste un travail où la créativité, la dimension créative devient de plus en plus importante, parce qu'en fait, il reste à l'humain tout ce qui ne rentre pas dans les règles de ces processus, et donc qui ont besoin d'avoir un traitement manuel. Et donc, le travail de l'humain aujourd'hui n'est plus de respecter les procédures, mais de transgresser les procédures. Avec intelligence, évidemment, en s'inspirant quelque part ou en comprenant c'est quoi la philosophie ou les choses importantes derrière les processus qui ont été dessinés, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui n'est pas à transgresser, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est moins, de façon à pouvoir arriver à trouver des solutions et s'en sortir. Parce que sinon, on reste coincé dans des processus, et c'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations parfois paradoxales et abracadabrantes. D'accord ? Donc, le travail de l'humain, de plus en plus, c'est ça. Ça fait partie des travaux de Dan Ariely dont je parlais tout à l'heure, et c'est l'une des raisons pour laquelle, la carotte ou le bâton détruit la performance, parce que la carotte ou le bâton a tendance à concentrer l'esprit vers ce qu'il y a à faire, alors que le travail de l'humain ayant changé par nature, lui, il a plutôt besoin que son esprit s'ouvre, parce que si la solution n'est pas là où on l'attend, elle est quelque part ailleurs. Il doit avoir la capacité de pouvoir aller explorer ce champ. Donc, on ne doit pas avoir un système de motivation qui concentre l'attention des gens vers un point bien donné, vers une destination. Au contraire, on doit avoir quelque chose qui permet d'ouvrir complètement le regard, de façon à rendre de la place à cet aspect créatif qui devient de plus en plus essentiel au travail. Donc, j'ai souvent tendance d'ailleurs à recommander, si vous avez des enfants et que ces enfants ont le goût pour un art ou pour un autre, et que ça ne vous pose pas de problème philosophique par rapport à ça, encouragez-les, parce que de plus en plus le travail va se dessiner aussi cerveau droit. On aura toujours besoin d'avoir les connaissances, mais il va se dessiner aussi de plus en plus au niveau de la créativité. Et même au niveau de la connaissance, si on parle beaucoup d'IA pour l'instant, c'est vrai qu'une partie des processus cognitifs va être pris en charge aujourd'hui aussi par l'IA. Donc, qu'est-ce qui va vraiment rester à notre niveau? C'est de plus en plus la partie créative probablement. Alors, quelques autres exemples de gaspillage pour terminer. On a les activités, alors je vais juste les citer, les activités non essentielles, donc faire des choses qui sont pas utiles, qui donnent l'impression d'être utiles mais qui ne sont pas nécessairement. La compartimentation, donc parce que là on retombe dans le système des lots et des batching queues, des lots et des queues. Des flux d'informations complexes, parce que finalement ça noie l'information, celui qui doit la recevoir ne la reçoit pas nécessairement, et s'il la reçoit, il va devoir retrouver son chemin dans l'information et rebâtir l'information. Donc les flux d'informations complexes, c'est pas bon. Vous savez, ces gens par exemple aussi qui dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un vont envoyer un email à toutes les hiérarchies, voire l'ensemble de l'entreprise, pour prendre toute l'entreprise à témoin de quelque chose. Et donc toute cette habitude de mettre plein de gens en copie, en particulier sa ligne hiérarchique, c'est totalement inutile, c'est contre-productif et ça n'aide personne. Tout ce qui est inspection et correction, donc si on fait bien dès la première fois et que finalement l'opérateur est capable d'être juge de la qualité de ce qu'il a produit parce qu'on lui a appris à pouvoir évaluer cette qualité, ça m'évite d'avoir des postes qui sont liés à la qualité par exemple, ou des postes qui sont là pour reprendre le travail. Les accidents, j'ai pas besoin d'illustrer ça, je pense qu'on comprend très bien en quoi les accidents peuvent être source de gaspillage. Le capital qui aura été dépensé, qui n'aura pas été utilisé ou qui n'aura pas eu, disons, de retour sur investissement. Tout ce qui est expérience et savoir inexploité, c'est aussi des sources de gaspillage. Donc,
par exemple, et ça fait partie des matrices de polyvalence, ça fait partie du système de management, c'est un outil que les managers devraient avoir, parce que ça les aide à réfléchir à l'organisation du travail, à qui confier quoi, à quel moment, mais ça les aide aussi à identifier quelles sont les montées en compétences qu'ils ont besoin de faire spécifiquement auprès des différentes personnes. Et dans certaines situations, il n'est pas utile que tout le monde sache faire tout. Parce que, imaginons que lorsque l'activité A est à faire, nécessairement l'activité est à faire au même moment. Et donc une personne ne peut être que ou sur l'activité A ou sur l'activité B, mais elle ne pourra jamais être sur les deux. D'accord ? Donc je peux très bien former, admettons que ce soit 50-50, la moitié de mon personnel sur l'activité A et former l'autre moitié sur l'activité B. Et les gens qui sont sur l'activité B n'auront jamais le besoin d'apprendre l'activité A et vice-versa. Alors c'est légèrement caricatural parce qu'il faut quand même tenir compte des backups nécessaires si jamais il y a des gens qui tombent malades, qui sont absents, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, à nouveau, on n'aura jamais besoin que 100% des gens soient capables de faire 100% des choses. Donc en termes de programme de formation, etc., ou de plan de formation ou d'évolution, ce sont des choses qui peuvent être considérées. Donc avoir de l'expérience et des savoirs qui sont inexploités, quelque part, c'est gaspiller de la ressource, ou voire de la ressource précieuse. Je vous invite à nouveau à aller visiter les 5 S. Alors dans les 5 S, il y a le fait déjà d'éliminer tout le matériel qui n'a rien à faire sur un poste de travail, de façon justement à apurer complètement le poste de travail et pouvoir donc retrouver plus facilement les choses. Éliminer le temps perdu à chercher les choses, justement en les plaçant exactement là où ils devraient être, en créant des classements logiques. Nettoyer soigneusement, de façon à pouvoir utiliser les outils correctement, directement, plutôt que de devoir encore les nettoyer, ou alors de prendre le risque de créer des non-qualités qu'on va devoir reprendre, etc. Uniformiser toutes les aires de travail de façon à ce que les anomalies soient visibles pour être corrigées. Donc en un truc ou deux, on peut voir qu'il manque quelque chose, et comme tous les postes de travail sont organisés de la même façon, ça pourrait même permettre le fait d'échanger les postes de travail en cas de besoin, en cas d'extrême limite. Et puis la dernière chose, ce qui est demandé aux gens, c'est d'intégrer ces règles et d'en faire une habitude, de façon justement à entretenir ce système. C'est ça les 5 S. Alors je ne sais pas les prononcer, vous irez voir. Si je tente de les prononcer, il y a Seit, Seiton, Seiso, Setketsu et Shitsuke. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Et je viens de vous les citer dans l'ordre de ce que je vous les ai expliqués tout simplement. Voilà qui termine cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo était de vous sensibiliser à toute une série, disons, de choses qui peuvent se passer, de façon à ce que vous appreniez à exercer votre œil, de façon à pouvoir repérer où est-ce que j'ai des marges de manœuvre, où est-ce qu'il y a du temps que je peux récupérer, comment je peux soulager mes collaborateurs, de façon à ce qu'on fasse plus, mieux, éventuellement avec moins d'efforts, ou en tout cas dans la même intensité d'efforts. Et ce n'est pas parce que quelqu'un produit beaucoup, que c'est nécessairement lui qui travaille le plus durement. Peut-être que celui qui travaille le plus durement, c'est celui qui a la plus mauvaise performance, simplement parce qu'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises, parce qu'il y a plein d'actes manqués, il est obligé de reprendre le travail, et finalement, il a une mauvaise performance, et en même temps, il travaille peut-être beaucoup plus que celui qui a la meilleure performance. Donc tout ça va passer derrière, évidemment, par les montées en compétences, etc., par le fait de corriger ce qui a besoin d'être corrigé, de s'améliorer ce sur quoi on peut s'améliorer. Mais encore, pour pouvoir le faire, encore faut-il avoir un œil exercer ou entraîner à voir toutes ces choses de façon à pouvoir réagir. Et tout ce que j'espère à travers cette vidéo, c'est de vous avoir sensibilisé à un certain nombre de choses que vous pourriez commencer à repérer dans vos environnements de travail, de façon à pouvoir commencer à vous pencher dessus et pouvoir apporter des améliorations et corriger tout cela. En tout cas, c'est le vœu que je forme pour vous. Pour le reste, beaucoup de bonheur à vous. Je vous souhaite une très belle carrière professionnelle, beaucoup d'épanouissement dans votre travail. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.